Voilà, on commence. Bonsoir et bonne année à vous tous. Ça fait plus qu'un mois qu'on ne s'est plus vu. C'était les vacances de Noël et du Nouvel An. Espérons maintenant qu'on revient avec un rythme qu'on a déjà pris une fois chaque 15 jours. D'abord, là, j'ai reçu avec une grande joie mon nouveau-né, disons. Ce nouveau livre qui s'intitule Yoga, méditation et psychologie, maladies psychosomatiques, prévention et traitement par le yoga et l'ayurveda. C'est un livre à peu près de 300 pages et comme vous voyez, à la couverture, il y a les deux photos de Jetsumna, Tenzin Palmo et de notre professeur Jacques Vine. C'est pas une photo, celle-là, c'est un tableau dessiné par Geneviève. Et en fait, c'est le quart de ce livre, ce sont des entretiens avec Jetsumna. J'ai choisi parmi les 12 entretiens des choix de questions et de réponses. Et avec Jacques Vigne, il y a eu deux entretiens que j'ai fait avec lui et traduits en arabe durant sa dernière visite au Liban. Euh, L'une part de la méditation, des recherches scientifiques sur la méditation, et l'autre sur le traitement du cancer. Bref, c'est un livre qui vient de paraître et peut-être prochainement on en parlera un peu plus dans des détails des chapitres de ce livre. Aujourd'hui, mon sujet, c'est comment manger et les méfaits du sucre. J'ai envoyé même le titre, mais en arabe, et maintenant on va développer d'abord en français, et comme d'habitude, après la fin de l'exposé français, on passe à l'arabe. D'abord, manger rapidement et nerveusement est une terrible erreur. Beaucoup de gens parlent de ce qu'il faut manger et des aliments qui sont sains ou malsains. Mais peu de gens et peu de chercheurs s'intéressent et parlent du comment manger. Je me réfère ici du livre du spécialiste français Pierre Palardy, dont j'ai parlé autrefois à la dernière rencontre. Je l'ai moi en arabe et il s'intitule en français Et si ça venait du ventre. Sa remarquable théorie s'inspire de sa longue expérience en matière de thérapie. Il dit à la page 41, par exemple, lorsqu'une personne atteint l'âge de 60 ans, elle a déjà consacré plus de 5 ans de sa vie à manger, rien qu'à manger 5 ans. Le ventre travaille jour et nuit et est en activité constante. Là, on peut comprendre d'ailleurs pourquoi le Seigneur Bouddha insistait sur la fête du mindfulness, la pleine conscience, durant les repas, durant ce qu'on mange. Et c'était d'ailleurs son premier enseignement aux enfants qui lui a mené la nourriture pendant sa longue retraite avant d'arriver au nirvana. Il les a enseigné comment manger une mandarine en pleine conscience. L'idée, c'est que si on passe 5 ans dans 60 ans à manger, donc si on les passe ou on essaye de les passer en pleine conscience et pas comme ça à la sauvette, c'est que ça devient vraiment une vraie sadhana, un vrai travail pour la réalisation. Je reviens à cet auteur Palardy, il s'intéresse davantage à la façon dont les gens mangent qu'à ce qu'ils mangent. Il dit,
manger nerveusement, sans appétit, rapidement et à n'importe quelle heure est l'une des plus terribles erreurs que l'on puisse commettre. Et là, il cite un proverbe français très significatif en la matière. Ce proverbe dit, l'homme creuse sa tombe avec sa fourchette. Et dans les proverbes libanais, il y a quelque chose d'équivalent. Il y a un proverbe libanais qui dit, le fils d'Adam, c'est-à-dire l'homme, creuse sa tombe avec ses dents. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ou ne savent pas, comme l'indiquent les versets du Saint-Coran, Surat Yusuf 26 et l'autre Surat 103. Le premier conseil est de s'abstenir de manger rapidement et d'éviter les fast-foods, car la culture de l'alimentation rapide a conduit à des hospitalisations. Comme le dit Palardi, page 45, l'une des conséquences les plus importantes de la restauration rapide est qu'elle déclenche l'envie de fumer et donne envie d'excitants tels que le café et le thé qui génèrent divers types de troubles. Par conséquent, une personne doit manger lentement, délibérément et pas à la hâte. Manger lentement est une condition indispensable à la santé du deuxième cerveau, c'est-à-dire l'abdomen. Il ne faut jamais avaler rapidement les aliments sans les mâcher et les bien mâcher. C'est ici que l'auteur rencontre le sage et moine bouddhiste contemporain Thich Nhat Hanh. On en a plusieurs fois parlé, il est décédé en 2022 récemment, qui appelait son centre de méditation, il l'appelait la clinique de la lenteur, et qui enseignait à ses disciples comment manger lentement et en pleine conscience, mindfulness. Cette lenteur ne devrait pas se limiter à l'alimentation dans notre vie, mais plutôt s'étendre à la plupart de nos activités à cette ère de la vitesse. On en a plusieurs fois parlé. Un autre aspect important de l'alimentation est que chaque repos devrait être l'occasion de développer l'altruisme. Ça, c'est important, on va voir chez le ski. Et de penser à l'autre, en particulier à celui qui a faim et à celui qui est dans le besoin. Une histoire soufie de type des contes zen illustre cet enseignement. Cette histoire raconte l'histoire d'un saint soufi qui voulait connaître et expérimenter la différence entre le paradis et l'enfer. Dans une vision, il a été autorisé à descendre en enfer et a vu des groupes de personnes à des tables à manger. Et devant chacun d'eux se trouvaient des ustensiles de cuisine, de grandes cuillères, qu'ils devaient utiliser, mais ne le pouvaient pas en raison de leur taille excessive. Alors, chacun restait assis, triste, confus, brûlant de faim. Lorsque ce saint soufi est monté au ciel, il a vu la même scène de tables et de grandes cuillères avec une différence simple et expressive. Chacun de ceux qui sont assis à la table, avec la grande cuillère dans ses mains, nourrit la personne de l'autre côté. Et ainsi, tout le monde est nourri et tout le monde mange simplement parce que chacun a pensé à l'autre et lui a donné à manger. La différence entre l'enfer et le paradis reste l'altruisme et l'ouverture à l'autre
et le servir ou non. C'est la petite différence qui fait toute la différence entre paradis et donc dans le paradis et l'enfer. Voilà une simple histoire, bien sûr, initiatrice dans le soufisme. Je me souviens ici d'un exercice que nous faisions dans nos cours de yoga dans un ashram en Inde. C'est curieux, cette, disons, ressemblance, cette intersection. Et dans ces cours, on exigeait que nous soyons tous assis à table et personne n'a le droit de se nourrir. Mais il doit plutôt nourrir son prochain. Et ce voisin devait à son tour le nourrir. Nous pensions qu'il s'agissait d'un exercice amusant qui nous faisait rire, mais c'était bien plus que cela. Il enseignait l'attention à l'autre. Et l'amour est une question d'attention. Voyez comment les deux traditions de la mystique islamique et du yoga convergent jusque dans les détails pratiques du développement de l'altruisme et de l'attention à l'autre, et surtout au moment des repas. Voilà une autre condition importante durant les repas, c'est la relaxation au moment où on mange, c'est-à-dire de ne pas manger avec des nerfs tendus. Et là, je reviens à cet auteur Palardi qui dit il faut manger à table dans une atmosphère de détente. Si vous vous sentez tendu, il est bon de faire des exercices de respiration juste avant de manger. Et n'oubliez pas que se détendre en mangeant est bon pour la synchronisation des deux cerveaux, c'est-à-dire toujours abdomen et le cerveau de la tête. Il est également recommandé de fermer les yeux ou les yeux une ou plusieurs fois en mangeant pendant quelques secondes et de sentir et de détendre mentalement les zones du corps qui sont tendues ou crispées. Ou encore d'inspirer profondément et d'expirer longuement, ce qui peut aider à cette détente. Donc voilà, il faut absolument prendre soin, faire attention à se détendre dans le repas. Sinon, même dans les traditions arabes et ayurvédiques, on dit sinon les aliments descendent comme du poison dans l'estomac. En ce qui concerne le choix des aliments, je reviens à cet auteur, Palardi. L'auteur, il met l'accent sur la quantité en citant le célèbre médecin suisse Paracels, qui a vécu entre 1493 et 1541. Paracels disait « Rien n'est poison, tout est poison. Mais le poison est essentiellement dans la dose. » Cette formule est similaire à celle du père de la médecine, Hippocrate. Il disait « Mieux vaut une petite dose de ce qui est mauvais qu'une grande quantité de ce qui est bon. » Donc la grande quantité rend ce qui est bon mauvais et vice-versa, selon Hippocrate. Voilà en gros comment manger et des commandements pour le fait de transformer un repas en une occasion, opportunité évolutive, exactement comme l'a voulu le Seigneur Bouddha. Maintenant, quelques détails sur le choix des aliments. Le goût sucré est un fléau moderne. Là, l'auteur Palardi critique vivement l'accent mis sur les sucres et leur consommation élevée. En notant à la page 75, il dit le goût le plus populaire au Moyen Âge était le goût aigre et pas le goût sucré.
Et dans l'Europe de la Renaissance, le goût sucré était presque inexistant. Selon les spécialistes, ce n'est qu'au XVIIe siècle, avec l'organisation des plats lors des repas, que l'on a pu distinguer le salé du sucré. Regardez, c'est récent. Palardy poursuit en notant que le désastre de la promotion et de la commercialisation du sucre remonte à l'après-guerre mondiale à 1950. C'est récent relativement. On sait, selon les nutritionnistes, là, j'ajoute à ce qu'il dit, que la quantité de sucre consommée par un individu a été multipliée par 10 en un siècle environ. C'est-à-dire entre 1920 et 2020, la quantité du sucre consommé par un individu est multipliée par 20, de 2 grammes par exemple à 20 grammes. Cette augmentation inexpliquée et injustifiée ne suscite-t-elle pas des craintes, d'autant plus que le poison est plutôt dans la dose, comme nous l'avons cité de Paracel. Et là, je raconte une petite anecdote de notre cher professeur Jacques Vignes, qui est un lutteur infatigable anti-sucre, comme les lutteurs anti-tabac. Et quand il était au Liban dernièrement, en mai dernier, ben, je lui ai dit qu'il y a un proverbe libanais qui dit ça veut dire au pays où tu arrives, mange de son oignon, c'est-à-dire de ses produits locaux. Et là, pour mettre en exergue ce proverbe, le docteur Jacques Vignes n'a pas choisi un restaurant, il a choisi plutôt une belle pâtisserie sur un beau carrefour à Jbeil. Et là, je cite, ce n'est pas pour faire la pub, mais pour être précis, c'est la pâtisserie d'Artois. Et il est allé à la pâtisserie et là-bas, ben, il a commencé donc à faire connaissance, disons, de ces produits locaux qui sont la pâtisserie libanaise. Et il a demandé au serveur, ça c'est quoi? Ben, ça c'est. Il lui expliquait et chaque fois il goûtait, il prenait un, il s'est mis sur table, un de ça, un de ça, un de ça, un de ça, une douzaine, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de pâtisseries libanaises. Vous savez peut-être combien la pâtisserie libanaise est attirante. Donc, après avoir tout bouffé, et là, le docteur Jacques Vignes pose la question au serveur, et après avoir mangé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut prendre? Et le serveur lui dit, et après avoir mangé la pâtisserie, normalement, on prend un café. Le docteur Jacques Vignes dit, eh bon, amenez-moi s'il vous plaît un café. Et là, le serveur lui pose la question, vous voulez, monsieur, du café avec du sucre? Et là, le docteur Jacques Vignes, le grand lutteur anti-tabac, anti-sucre, était là, il était très tranchant, ferme et même cassant. Et il lui a dit, non, jamais du café sans sucre. Voilà comment on lutte, un exemple, comment on lutte contre la consommation et l'excès de la consommation du sucre. Je reviens à notre sujet. La réduction du sucre et de la viande soulage la dépression. Là, l'auteur Palardy, toujours, cite des recherches scientifiques qui confirment l'impact négatif du sucre d'assimilation rapide, le sucre d'assimilation rapide, et de la viande sur le psychisme humain, ce qui mérite une réflexion. Il dit à la page 151, une étude américaine menée sur 1 millier de détenus, dont plusieurs présents, a montré que la réduction du sucre rapidement absorbé et des aliments qui augmentent l'acidité et de la viande rouge
calmer les humeurs hostiles, l'anxiété et la panique. Regardez comme c'est expressif. Le sucre et la viande conduisent à l'agressivité. Qu'en est-il donc de leur effet physiologique? Si on parle des effets psychiques, alors que peut-on dire des effets physiologiques? Sur l'effet cancérigène de la viande, Palardy cite le professeur français très connu, d'ailleurs, Dr Jacques nous en a parlé plusieurs fois, Henri Joyeux, spécialiste reconnu du traitement du cancer. Il dit, Joyeux, évitez les aliments riches en radicaux libres qui oxydent l'organisme, les viandes et saucisses grillées au charbon de bois que nous mangeons jusqu'aux extrémités brûlées. La viande grillée au charbon de bois a l'effet cancérigène de milliers de cigarettes. Regardez comme c'est énorme. Elle a l'effet de milliers de cigarettes. Évitez également les huiles utilisées plus d'une fois. Et ça, dans les restaurants, c'est très commun. Ils utilisent l'huile plusieurs fois. Et les aliments à base de farine blanche, une infinité d'aliments. Les toasts mous, les pizzas, les desserts transformés et l'excès de lait et de produits laitiers. Fin de citation. Ces précieux commandements méritent d'être médités et mis en pratique. Si l'incidence du cancer a considérablement augmenté de nos jours, cela est principalement dû à nos nouvelles habitudes alimentaires, mauvaises, voire mortelles, dont nous sommes encore inconscients. Voilà donc, en fin de cette présentation, une petite récapitulation. D'abord, comment manger? Manger lentement, manger en pleine conscience, manger dans un état de relax. Je répète le proverbe libanais qui dit, et même dans le yoga en Inde, je l'ai entendu quelque chose de pareil, que si on mange dans un état de colère, si on mange dans un état de tension, ben, l'alimentation descend comme un poison à l'estomac. Donc ça, en gros, penser en mangeant à ceux qui ne peuvent pas manger cet altruisme, et ça m'a trop touché déjà, rien que voir et lire ce récit du soufi et en le comparant avec ce que j'ai moi-même pratiqué dans un ashram en Inde, combien ces deux traditions se concourent sur l'effet de l'altruisme dans les repas. Et finalement, on a parlé en gros des mal et donc de tout ce qui est toutes les mauvaises habitudes qui sont plutôt nouvelles. On a dit que dans un siècle, on a multiplié par 10 la consommation du sucre. C'est à méditer et avoir et savoir combien faut-il réduire et éliminer toutes ces mauvaises habitudes alimentaires qui sont des habitudes nouvelles. Voilà, et je termine cet exposé et je passe à la traduction arabe.